Là, ce qu'on a prévu, c'est un petit réac. En fait, on voulait parler un peu de la vidéo de Masqué. Il a pas eu les papiers pendant 2 ans. Et donc, on va parler de migration, etc. Ça va aussi nous permettre de parler de la mobilisation des sans-papiers. Allez, Masqué! Alors, par où commencer ? En France, quand t'es étranger, pour résider ici et faire tes activités, t'as besoin de ce qu'on appelle un titre de séjour. T'en as plein et de toutes les sortes en fonction de ta situation et de ce que tu viens faire ici. En gros, 3 types de titres de séjour. En gros, ceux temporaires, c'est genre moins d'1 an. Il y a les pluriannuels, jusqu'à 4 ans, je crois, un truc comme ça. Et il y a titre de résident. Donc ça, c'est 10 ans. Lui, c'est le best. Et quand tu taffes dans un domaine artistique ou que tu crées du contenu comme c'est mon cas, ce qu'il te faut, c'est le passeport talent francophone renommé national et international. Je savais pas qu'il y avait un passeport talent renommé national. C'est une base, genre. Globalement, c'est que pour les riches. Parce que, genre, les critères, c'est en mode faut que tu gagnes 39K par an ou je sais pas quoi, je sais plus. Mais bref, il y a un minimum de salaire à avoir. Il y a un minimum de salaire. Il faut pouvoir prouver aussi qu'on apporte quelque chose à la France, genre qu'on a un talent. Mais globalement, c'est pour les riches et ça permet de rester quand même longtemps. Je crois que lui, c'est le niveau pluriannuel. Bref, c'est avec ce type de séjour-là que je vivais depuis 10 ans en France. 10 ans que j'étais en règle, 10 ans que j'étais un citoyen exemplaire. 10 ans, c'est-à-dire que 10 ans, c'est hyper long. Hein. Ouais. Genre, Une décennie. il était vraiment... Enfin, comment dire ? Il faisait quand même partie des étrangers en situation régulière les plus chill, quoi. C'est pas le plus à plaindre, mais c'est quand même choquant ce qui s'est passé, quoi. En 2023, mon titre de séjour, il arrive à expiration, donc comme d'habitude, je remplis mon dossier pour le renouveler. Et dans ma tête, moi, je suis relativement tranquille parce que je remplis toutes les conditions. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Tout serein, je remplis mon dossier, je l'envoie et j'attends. 1 mois, 2 mois... plusieurs mois. Le truc, c'est qu'au bout de 9 mois, j'avais absolument aucune idée de ce qui était en train de se passer. La seule info que j'avais, et encore c'est même pas une info, c'est plus une déduction de ma part, c'est que ça fait un bon moment que la France durcit de fou sa politique en termes d'immigration. Ces dernières années, il y a plein de nouvelles lois qui ont été votées concernant ce sujet, tous les Alors la loi de 2020, processus administratifs pour les... Globalement, il y a plein les lois pour rendre ça encore beaucoup plus compliqué et de pouvoir se naturaliser et d'avoir accès à des titres de séjour qui te permettent de vivre Moi, j'ai que les rêves tranquille, sur quoi. les lois qu'ont changé les préfectures. Genre, je sais qu'avant, les collectifs de sans-papiers pouvaient se rendre directement dans les préfectures pour faciliter certaines manœuvres, certaines demandes, etc. qui prenaient du temps. Ça a été interdit et ensuite, ça a été dématérialisé. Donc, sous prétexte de vouloir désengorger les préfectures, ils ont dématérialisé, donc maintenant c'est en ligne et en fait les listes d'attente sont 30 fois plus longues et en plus il y a tout le problème un peu de fracture numérique où en fait t'as plein de sans-papiers qui ont soit pas forcément d'objets numériques pour se connecter, soit par internet. En gros, tu fais ta demande, on ne te répond pas, on te donne pas de titre de séjour temporaire donc t'as pas le droit d'être là, mais t'as pas intérêt de sortir du territoire français parce que si un jour on te dit que ton titre est disponible, t'as tout simplement pas le droit de revenir pour le récupérer. Et les délais d'attente, jusqu'à 2 ans d'attente pour avoir un rendez-vous, ce rendez-vous on te le fixe jusqu'à genre 16 mois d'attente après le moment où on t'a dit que t'avais un rendez-vous. Et ensuite, une fois que t'as ce rendez-vous, t'as encore une dizaine de mois pour obtenir tes papiers. Et ça fait que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a des préfectures genre comme Paris, Créteil, Bobigny, etc. où en fait, tu peux avoir jusqu'à 4 ans d'attente. Genre, ouais, 4 ans. Il s'en passe des choses. Hein. Pendant les 4 ans, les gens ils sont en situation irrégulière et c'est grave chaud parce que en situation irrégulière, t'es pas censé pouvoir travailler. Sauf que les gens ils ont besoin de vivre en fait. Donc bon, tu mets les gens dans des trucs hyper chauds où en gros t'as peur quoi. En situation irrégulière, t'as pas le droit de travailler. Mais si tu fais ta demande, on te demande des preuves d'avoir travaillé sur le sol français et tout. Donc, et il y a plein de contresens. En fait, ils créent des sans-papiers. Enfin, vraiment, l'État français fait de la fabrique de sans-papiers parce qu'ils ralentissent volontairement l'administration et à la fin du processus, c'est eux qui les créent les sans-papiers parce que régulariser, ce serait beaucoup plus simple. Il y a vraiment une volonté juste de ne pas régulariser les gens. Bon après bien sûr je peux comprendre, les préfectures c'est des endroits vraiment où tout le monde est débordé, il y a énormément de demandes à traiter et les effectifs sont grave réduits, mais quand même. Et vas-y, des fois faut pas abuser. Non mais tout ça c'est une volonté encore une fois, la réduction d'effectifs dans les préfectures, etc. Enfin je veux dire c'est qu'une question de budget. Pour faire le lien avec avant, quand il y a 413 milliards qui vont dans l'armement, c'est pas... Mais de toute façon même le fait que genre les régularisations et tout elles soient centrées d'ailleurs autour des préfectures. Et il y a un article hyper intéressant là, je sais plus c'est de qui, je pense que c'est de Spire. Ou Spire, je sais plus si c'est Spire ou Spire. Mais je pense que c'est sur la bureaucratie dans les préfectures, etc. C'est trop intéressant. Alors moi, si vous pouvez le lire, et il est trop bien. Genre, je crois dans cet article, il y a un truc trop intéressant de comment le capitalisme oblige les agents, genre les guichetiers, à répondre à une logique de chiffres.
Et en fait, du coup, il faut aller hyper vite parce que dans la journée, on leur demande de faire tel chiffre selon les dossiers. Et en fait, tu ne traites pas les dossiers. Et en plus de ça, il y a aussi des logiques racistes où ils vont, par exemple, prendre plus souvent des Asiatiques dès qu'ils le peuvent parce qu'il y a le stéréotype selon lequel les Asiatiques ont des dossiers mieux faits, genre mieux ordonnés, etc. Enfin bref. 1 an après avoir fait ma demande, j'envoie un ultime mail rempli de désespoir. Bonjour à vous. Cela fait bientôt 1 an que j'ai fait ma demande pour mon titre de séjour. Quand j'appelle ma préfecture, personne ne me répond et je ne sais pas du tout quoi faire face à cette situation. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'éclairer un peu plus? Bien à vous, Mohamed Miskin. Et là, contre toute attente... Oui, bonjour, c'est Marc de la société... Oh, la transition de baiser. Comment ça se fait que cette propagande marche aussi bien? On veut juste chercher des boucs émissaires? Si tu parles de ce ralentissement administratif, c'est qu'on n'a pas envie de régulariser les gens. Il y a différentes logiques, hein. Il y a des logiques économiques, il y a des logiques racistes, etc. Mais l'État français ne veut pas régulariser des gens. Après 1 an à attendre, j'ai enfin une réponse. Et je me dis que ça y est, la vie, elle a enfin décidé d'arrêter de me chier dessus. J'ouvre la réponse tout content et qu'est-ce que je lis? Elle sera traitée dans les plus brefs délais. Nous vous remercions de votre confiance. Agent du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Ce message est généré automatiquement, merci de ne pas répondre. C'est horrible. Et c'était que le début des problèmes. Parce que ne pas avoir ces papiers, c'est que le niveau 1 du périple. Le niveau 2, c'est les conséquences de ne pas avoir ces papiers. Et c'est là où le jeu devient vraiment intéressant. Début 2024, on passe à la vitesse supérieure dans le challenge sans papier. Ça fait déjà 1 an que j'ai rejoint la piraterie, mais en vrai, à part le somme de pas avoir de réponse de la préfecture ou la peur de se faire contrôler, je menais une vie de harag relativement tranquille. Mais y a un paramètre que j'avais oublié, c'est que la suite logique de pas avoir ces papiers, c'est qu'à un moment, tu perds l'accès à tous les services qui te demandent une pièce d'identité pour pouvoir les utiliser. Alors, quand c'est l'abonnement Fitness Park qui saute, ça va, encore, hein, surtout vu ce qui m'attendait, j'avais intérêt à faire des économies en termes d'énergie. Et quand c'est ta banque qui t'appelle pour te dire que tu as intérêt à fournir ta pièce d'identité si tu veux pas que tes comptes soient tout simplement clôturés, irrégularité, donc il y a des droits qui sautent. Là, lui, bon, c'est sa banque, etc. Mais il y a aussi... Bon, il y a plein les gens aussi, des gens qui peuvent pas se mettre en grève. Ouais, parce que t'es là en fait, bah tu dois bosser. Et en plus, t'es en situation d'irrégularité, t'es là, tu veux faire grève, etc. Bah juste en fait, tu pars en fait. Vu que c'est des contrats et tout, genre fait au black, etc. On peut juste te virer comme ça, on s'en fout. Ça ralentit vraiment tout un tas de droits auxquels normalement tu devrais avoir accès quoi. La population accepte parce que racisme, plus conscience, pas de conscience des classes. Et pense réellement qu'il manque du taf plus à cause des étrangers que des patrons. Et c'est un peu le truc, j'aurais pas la ref exacte, mais je crois que c'est Hogarth. Mais le truc de avant, il y avait vraiment les ouvriers contre la bourgeoisie, donc c'était le nous contre vous. Et en fait, ils ont intégré dans la logique, la réflexion, etc. des Français, le eux. Et donc maintenant, c'est plus le nous contre vous, prolétaire contre bourgeois, c'est le limite nous avec vous, mais contre le eux. Tout ça pour dire que maintenant, toutes les causes, de toute façon, enfin, tous les problèmes dans la société sont le fait des immigrés selon la logique médiatique, politique et tout quoi. Et c'est bien pratique parce que ça permet de pouvoir faire énormément de choses à côté, genre exploser le chiffre d'affaires de tous les millionnaires sous Macron quoi. Mais ça c'est vraiment pas nouveau, hein. Genre tu retrouves des trucs comme ça, même à l'ancienne quand genre les migrants, personnes sans papier entre guillemets, c'était genre des Belges quoi. Genre t'as là-bas quoi. Allô? Oui, monsieur le youtubeur, c'est la banque. Bien? J'ai une petite question, monsieur le Clando. Est-ce que vous voulez rester l'heureux détenteur de votre argent? Oui. Tombe la carte de séjour! Tombe la carte de séjour de suite! là, à ce moment précis, j'étais face à un dilemme. C'était soit je dis la vérité à mon banquier et je mise sur le fait qu'un banquier est capable de faire preuve de compassion, soit je retire absolument tout ce que j'ai sur mon compte et je me mange une fichesse. Parce que moi je suis pas con, on est en France, et un Mohamed qui retire tout son argent de la banque comme ça d'un coup, j'ai envie de vous dire, venez on fait pas semblant. Mais en plus, il y a vraiment ce truc de double peine quand t'es immigré, de peu importe le délit, peu importe ce que tu vas faire, qui peut être déviant ou délinquant, dans tous les cas t'as la double peine parce que de base t'es déjà immigré. T'as la peine de ce que t'as fait, mais t'as la peine d'être immigré. Et il y a Abdelmalek Sayed qui a écrit un truc sur toute la pensée d'État, comment l'État se pense au travers des migrations, comment la façon dont il va gérer ses migrations, c'est la façon dont lui-même se perçoit. Et dedans, il y a toute cette histoire de, en fait, on le sait, la France, c'est une France qui essaye d'homogénéiser en permanence sur la dimension sociale, culturelle, etc. Tout doit être très homogène. Voilà, c'est la France, il faut connaître les valeurs de la République. Tout est très homogène. Et en fait, en étant immigré, t'es déjà en train de commettre une peine parce que tu perturbes cette homogénéité. Et donc, en plus, quand tu vas commettre un délit ou quoi, bah, t'as ce truc de double peine. Et donc, tu te retrouves avec certains immigrés ou descendants d'immigrés qui sont obligés de mettre de côté une de leur identité pour s'adapter à l'identité française ou alors de rejeter l'identité française, mais d'être vu comme le déviant, le mauvais immigré. C'est un peu la différence entre le bon arabe et le mauvais arabe qui est déclinable dans énormément de communautés. J'étais officiellement sans papier, dans tous les sens du terme, félicitations, j'ai fini le jeu à 100%. C'est très triste, mais bizarrement, à ce moment-là, j'ai eu une idée de génie.
j'ai arrêté d'écouter du rap. Et là, je vais faire une parenthèse pour m'adresser aux pauvres. Oui, vous, les pauvres. Comment vous faites pour écouter le rap actuel sans péter un câble? Comment vous faites pour écouter ça? J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. Toi t'es endetté, donc tu n'as mal. Et pas le prendre personnellement, ça va vraiment falloir m'expliquer. Bon, je me plains, je suis du cinéma, mais c'est pour l'entertainment en vrai. Dans la catégorie des sans-papiers, moi je reste un harak de haut standing. Je suis grave privilégié. Il y a des gens qui vivent 150 fois pire que moi. C'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure. Non, mais en plus, il est conscient, etc. Ouais. Même, je crois qu'il le disait au début de la vidéo, mais il était dans un lycée français en Mauritanie. Ouais, bah. Dans le droit français, quand ça fait 4 mois que ta préfecture elle t'a pas répondu suite à une demande de titre de séjour, généralement, tu peux considérer ça comme une décision implicite de rejet. Ça, c'est en théorie. En pratique, bien évidemment, c'est plus compliqué que ça, les retards ils sont pris en compte. Mais à partir d'1 an sans réponse, généralement, ça signifie que t'es cuit. Et moi, à cette époque-là, je vois des étrangers qui sont très carrés autour de moi, même beaucoup plus carrés que moi, se manger des refus de titre de séjour, mais aussi des obligations de quitter le territoire français. Donc là... Les OQTF, c'est devenu grave à la mode. C'est la fashion. Mais non, genre, on est passé de que personne ne sait ce que c'est des OQTF à ce que tout le monde connaisse le nom OQTF à cause de... C'était quoi? C'était les attentats là, non? Là, tout le monde a découvert le nom OQTF, mais personne ne savait vraiment ce que c'était et ce que ça voulait dire d'être un OQTF. C'est le moment un peu d'expliquer quoi. C'est juste une obligation de quitter le territoire. Et donc, vous pouvez voir que un masqué aurait très bien pu avoir un OQTF. Les OQTF, c'est pas réservé pour des terroristes ou je sais pas quoi. En gros, quand t'as un OQTF, c'est valable, je crois, 5 ans. Et au bout de 5 ans, tu peux recommencer ta demande de régularisation. Sauf si, en plus de ton OQTF, on te fait une IRTF. Donc, c'est une interdiction de retour en France. Donc là, quand on te met une IRTF en plus, ça veut dire que toi, tu peux même plus revenir ici, en fait. Toi, tu pars et tu ne peux pas revenir ici. Et ça dure, je crois, 3 ou 5 ans. Qui décide de l'IRTF? Que je sache, c'est l'OFI, hein. Voilà, Office français de l'immigration et de l'intégration. J'ai soit eux, soit la préfecture directe, ou soit les deux. Bref, ça m'étonnerait. Ah non, c'est le préfet. Ah ouais? Prise par le préfet. Mais le préfet, faudrait commencer à lui enlever des compétences, hein, celui-là. Législative de 2024, Bardella arrive en pétard comme PNL à l'époque du Monde Chico. On commence à réaccuser les musulmans d'être responsables de la fonte des glaces. Si dans le gouvernement actuel, je galère à avoir mes papiers, quand Salazar Serpentard il va arriver au pouvoir... Imaginez pouvoir créer n'importe quoi. Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé plus tôt? Parce que je faisais plus la part des choses. Il y a une rumeur qui circulait à l'époque qui disait que si tu balançais un sans-papier, tu pouvais gagner jusqu'à 6 000 €. J'ai même pas cherché à comprendre. J'y ai cru direct. Que je sache, c'est faux. Par contre, un truc qui coûte 6 000 €, je crois, à peu près le même coût, c'est l'argent que l'OFI dépense par personne pour faire des retours volontaires. Ouais. Si jamais tu veux volontairement quitter ce pays, l'office française qui gère ça là peut te payer le départ. Même les OQTF, je crois que l'OQTF, du début à la fin du papier qui est envoyé pour la lettre jusqu'au moment où la personne arrive dans son pays dans lequel elle a pas envie d'arriver, je crois que c'est genre 13 000 balles. Tellement cher, genre. Mais là, c'est-à-dire que t'es une OQTF ou pas, à partir du moment où t'es en situation irrégulière, si c'est ta volonté de partir, tu peux juste demander et on gère ça pour toi quoi. Donc voilà là où mettre l'argent. Mais imagine, t'es sans papier, on bloque ton compte, t'es viré du territoire, on la met où ta thune du coup? Je vais pas être complotiste donc je répondrai pas parce que j'ai pas les éléments de réponse. Mais je pense que ça va directement au Mossad. C'est un virement, c'est automatisé. C'est automatiquement fait. Donc si j'ai pas parlé de cette histoire plus tôt, c'est parce que j'avais peur. J'allais quand même pas m'auto-balancer comme ça sur la place publique. On est où là? C'est quoi? C'est un challenge de MrBeast? Dans cette vidéo, le premier qui me balancera parce que je suis sans papier remportera le prix d'une Clio 3 de seconde main. Parce que c'est ce que je vaux en tant qu'être humain. Mais il remportera aussi le droit de me renvoyer dans mon pays d'origine, l'Afrique. Je suis désolé, non. Autant me balancer moi-même, rentrer gratuitement au pays avec 6 000 €. Et ça, franchement, j'en avais besoin vu la fin de carrière de merde qui m'attendait. Ouais, Ziak. Sacrée fin de carrière de merde d'ailleurs. J'ai jamais regardé. Est-ce que tu penses qu'il s'est démasqué dû à toute cette situation? Oui, c'était Où il était en mode être sous OQTF et être masqué, c'est trop dangereux. Il s'appelait Mohamed aussi. Ouais. Je vous jure que le malheur est un lâche qui refuse les tête-à-tête. Mi-2025, il a fallu que je me mange une opération des ligaments croisés et du ménisque non remboursée par la sécurité sociale. Et c'était bon. Mais il y a pas... Attends. L'AME. Mais je crois que l'AME, déjà, t'es pas forcément éligible. Tu peux avoir recours à des soins d'urgence. Et certains sont en charge, Ouais. c'est pas tout. Mais normalement, l'AME, c'est pour les personnes en situation régulière. La révélation. Le jour où j'ai reçu ce mail, j'ai vraiment failli me foutre à poil, premier degré.
Parce que quand tu reçois un mail te demandant de venir déposer tes empreintes au fichier de renseignement, ça veut dire que ça y est, ton dossier a été accepté. Pause. Quand t'arrives dans un pays, situation régulière, etc., t'as besoin d'un titre, etc. Le pays, etc., il va te demander tes petites empreintes. Mais imaginons maintenant on prend tes empreintes en France, mais que finalement t'es refusé. Toi tu continues ton périple et tu vas en Espagne. Et bah en Espagne on va te demander tes empreintes. Et ils vont voir, vu que c'est l'UE, ils vont voir qu'en fait t'as déjà donné tes empreintes en France en fait. Et donc là tu vas te faire dubliner. Ça veut dire qu'on va te renvoyer en France. Parce que en fait à partir du moment où on t'a pris tes empreintes dans un pays, on considère que c'est dans ce pays que tu dois faire toutes tes démarches. Donc c'est la fin pour toi quoi. Et donc, pour éviter cette situation-là, il y a des personnes sans papier, migrantes, qui vont brûler leur empreinte en fait. Qui vont brûler leurs mains pour que en fait, leur empreinte ne soit pas, on ne puisse pas les prendre. Et donc il n'y ait pas ce truc de dublinage. Voilà, c'était la petite info sur les empreintes. Je trouvais ça hyper intéressant. Et ça sert à rien ce truc de dublinage quoi. À part, encore une fois, genre empêcher les gens dans leur projet migratoire, etc., ça ne sert à rien d'autre. Qui a été accepté et que tu vas bientôt être libérable. Je suis désolé, j'ai pas la réputation d'être un mec bizarre, mais je me dois de le dire parce que ça s'est vraiment passé. J'ai bandé, je suis désolé. Je suis désolé, mais faut me comprendre les gars, c'était tellement dur pour moi. Je me prépare pour aller déposer mes jolies mains dans le fichier de renseignement français avec le sourire, mais avancé. On parle des gestions migratoires, des problèmes de l'immigration, de la dynamique de nos pays, tu parles de ton zizi, bon en vrai, ma grave sourire. Pour le rendez-vous, et là je vois quoi? Passeport. Oh, et je me rappelle que fuck, je n'ai plus de passeport. Et je sais pas ce qui me prend, à ce moment-là, je suis tellement heureux et serein que je me dis, tu sais quoi, nique sa mère, on y va sans passeport avec une photocopie, ça devrait le faire normalement. Et au final, j'ai bien fait de me faire confiance parce que quand j'arrive, le mec qui prend mes empreintes me dit qu'une photocopie, ça fait large l'affaire, et je prends bien le temps de lui demander si c'est le cas pour le retrait de la carte. Donc si juste une photocopie suffira pour retirer ma carte de séjour, et il me dit, ouais, t'inquiète. Il me dit que ma carte de séjour devrait être disponible dans quelques semaines, il me dit, yes, ça y est, la France veut de moi. C'est pas un pays raciste. Et d'ailleurs, en parlant de racisme, pour moi, et je dis bien pour moi, c'est la meilleure invention de l'histoire de l'humanité, et je le pense vraiment. Et avant de me juger, attachez vos ceintures parce que là, les gars, on arrive au point le plus lunaire de cette vidéo. Il y a à peu près 2 ans de ça, quand j'ai fait mon face reveal, je me suis fait baptiser par la sauce de Twitter. Je me suis mangé des vannes qui, premier degré, étaient drôles, mais aussi d'autres qui étaient très clairement racistes envers la communauté sud-asiatique. Et c'est allé tellement loin que même les médias mainstream se sont emparés de cette histoire. Mais par contre, ce qui est complètement fou, c'est que cette histoire, elle m'a réellement atteint, mais pas du tout de la manière dont les gens le pensent. Quand tu déposes un dossier pour avoir un passeport talent francophone renommé national et international, je vais pas l'abréger, je kiffe trop, il y a un truc que tu dois faire, c'est de prouver que t'as du buzz en donnant des liens d'articles de presse qui prouvent que t'es quelqu'un. Et moi, à cette époque-là, la seule actualité que j'ai, c'est le fait que j'ai été victime de racisme. Sa preuve, c'est sa peine. Genre... Juste avant de continuer, vous vous rendez compte, genre, là, pour avoir son truc, là, son titre, faut avoir des journaux, etc. qui parlent de vous. Ça a aussi un critère pour, sur les réseaux, quand tu veux, vous savez, le truc là, la certification. Et des gens, juste pour avoir sa certif, donc ils doivent montrer des articles, ils galèrent sur les réseaux, alors qu'ils sont connus. Hashtag Régine Beria. Alors vous êtes... genre dites-vous que vraiment pour avoir ce titre de séjour, c'est galère, hein. C'est pas facile. Hein. C'est que le mec a eu cette idée-là, genre, s'il a du buzz, ouais. Sinon, non. Bah faites des articles sur nous, hein. Faites. Surtout quand Sarah elle a dit ouais Mossad tout ça. BFM TV, Huffington Post, Hugo Décrypte, tous les articles qui me mettaient en victime de racisme, je les ai envoyés aux autorités compétentes. C'est dingue de voir que les médias, en dehors de toutes les logiques qu'elles renferment, elles ont un poids juridique, genre. Enfin, elles ont un poids en matière d'immigration, genre. C'est pour ça que Bolloré, il casse les couilles à tout racheter là. Tu penses Bolloré, il dit je rachète tout comme ça, on fait aucun article. Les passeports internationaux et internationaux de talent, ils auront jamais les papiers en fait. C'est juste pour empêcher. Le racisme m'a permis d'avoir mes papiers. On retourne le cycle. Tu l'as tellement retourné, tu l'as remis à l'envers. Tu l'as tellement renversé, tu l'as remis dans l'heure. Bon, arrive enfin le jour où je dois aller récupérer mon passeport talent francophone renommé national et international à la préfecture. J'arrive au guichet tout content, et là, la personne que j'ai en face de moi, elle me dit quoi? Ah non, par contre, sans passeport, je peux pas vous délivrer titre de séjour. Hein. On a des protocoles très stricts à suivre. Ok, donc là, il y a 2 personnes qui m'ont dit 2 choses contradictoires. Il y a un premier qui a dit ouais, l'autre a dit non. Pourquoi? Parce que dans les préfectures, les gars, ils sont nuls un peu, en fait. Non, mais genre, de manière structurelle, genre, on fait en sorte qu'ils soient nuls et qu'ils soient pas experts, en fait, de leur pays. Je
crois que c'est encore Spire qui dit ça dans son Ouais. article. Carrément. Mais en gros, le but c'est qu'il n'y ait aucun bureau où tu peux un peu tout faire, un peu décider de tout, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont tous interdépendants. Et donc, genre, tu dois passer par plusieurs bureaux. En fait, il n'y a jamais personne qui peut dire un oui et puis c'est bon, tu vois. Et les gens, ils s'y connaissent pas de ouf en fait sur leur truc. On leur demande juste de faire, d'appliquer. Et donc, même les gens qui, derrière les guichets, vous disent ouais, faut faire ça, 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 en vrai, ils s'y connaissent pas de gueudin. Ouais, on leur fait pas de formation juridique pour leur apprendre tel truc là. L'objectif, c'est juste qu'ils fassent selon un peu des règles implicites. Et t'as aussi le truc, genre, c'est pareil dans l'article d'Alexis Spire, mais genre les guichetiers, on les appelle, et ça se décline dans plein de métiers, mais genre les street level bureaucrates. Pour avoir été street level bureaucrate dans un certain magasin, j'avais un poids dans la décision. Premier degré, ça se jouait sur une tablette et tu as énormément de marge de manœuvre. Mais c'est quand même toute la logique de, en vrai, les gens ils ont besoin de pas savoir faire les trucs qu'ils font et de parcellisation, juste genre. exécuter quoi. Mais c'est aussi dans une logique capitaliste néolibérale, etc. Faut aller vite, les dossiers, faut vite les refuser. Pas que les préfectures. En gros, ouais. Surtout que à chaque étape, entre guillemets, tout le monde peut te refuser, mais par contre, il y a aucun niveau, à part à la toute fin, genre, où on peut te faire un oui tout de suite. À tout moment, tu peux perdre, mais il y a que à la fin que tu peux gagner. Voilà, en résumé. Allez, je vais voir ce que je peux faire. Et là, je peux vous dire que la peur a vraiment commencé à traverser mon corps. J'entends les pas de Cell arriver au loin. Je vois arriver une responsable qui a un regard qui dit clairement « Je n'en peux plus de ces arabes et de ces noirs » et qui me dit « Cache ». Monsieur, revenez quand vous aurez votre passeport. J'ai baissé les yeux. Et j'ai fait genre que je pleurais. Je suis désolé, hein, c'est peut-être un move De bâtard, mais j'avais plus que la manipulation émotionnelle dans mon deck à ce moment-là. En plus de ça, mes larmes, elles étaient pas si fausses que ça. Hein. C'est peut-être un coup bas de ma part et je le reconnais. Mais ça justifie en rien ce qu'elle m'a dit par la suite. Bon, monsieur, vous allez arrêter votre cinéma tout de suite là. Là, je vois que vous êtes un talent francophone. Et un talent, ça ne pleure pas, ok? Donc vous allez chercher votre passeport et je vais mettre une note sur votre dossier qui fait que tant que je n'aurai pas décidé de donner votre titre, eh ben on vous le donnera pas. Et faut la taper en vrai. Enfin, Ouais, ça y mais- est. Mais je pense que c'est dans le même article où il est là en mode ils sont hyper violents. Hein. Même c'est encouragé en fait. Je sais plus c'était quel article, mais où il y avait une meuf qui venait d'arriver dans un guichet là et que elle était hyper polie avec les gens. Et ses collègues le prenaient un peu mal le fait qu'elle soit polie et étaient là en mode mais t'as pas besoin de C'est tout le dans temps cet dire article. machin s'il vous plaît, etc. En mode soit direct, etc. T'as pas à t'excuser, t'as pas. Parce qu'il y a aussi un truc de c'est hyper normal d'être hyper violent. Et donc si tu l'es pas, ça aussi remet en question toute la violence que tu fais de manière éhontée. Dans l'article, ils sont en mode, il y a plusieurs catégories. T'as genre les gardiens du temple où c'est vraiment genre ils sont hyper violents, hyper méchants. T'as une autre catégorie un peu intermédiaire et t'as genre un peu les gauchistes, post-syndicats qui viennent s'insérer dans ce secteur-là parce qu'en fait ils ont envie d'aider, ils se disent que à la préfecture, l'immigration, ils vont pouvoir faciliter les trucs et tout. Et en fait de plus en plus, avec cette injonction à la violence, etc., ils dévient vers le schéma de gardiens du temple et ils finissent eux-mêmes par devenir ce qu'ils sont censés devenir parce que une institution finit par te façonner. Et grave en lien avec la phrase de Mister MF qui a dit toute proportion gardée, la bureaucratie capitaliste est un peu la logique de banalisation du mal. Mais en vrai la comparaison est archi intéressante. Mais c'était quand même dans un autre contexte quoi. Niveau bureaucratie, il y a un autre article, Nina Sarawi, son article qui parle de Mayotte. C'est hyper intéressant, c'est un peu les mêmes questions. Et elle fait une ref aussi à Hannah Arendt et tout. Mais Hannah Arendt, pour penser les sans-papiers, entre ça sur la banalisation du mal et le droit d'avoir des droits, le truc qu'on disait tout à l'heure où en fait quand tu n'as plus le droit de base, tu perds tous tes droits bancaires, du travail, etc. Genre Hannah Arendt et les sans-papiers, il y a des bails à faire. Hein. Qu'est-ce que je fais là? Je fais ce qu'elle a fait. Elle a baissé le store du guichet en face de moi. Et je pense pas qu'elle était raciste, c'était juste un gros poisson dans une petite mare. Mais moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'étais KO. Et c'est arrivé en plus à un moment où vraiment, premier degré, les réserves étaient en train de s'épuiser. On arrivait vraiment à la fin de tout ça et je savais vraiment premier degré pas comment j'allais me nourrir. Et c'est à ce moment-là que la vie décide de m'envoyer un coup final. Parce que quand je sors de la préfecture avec le ventre qui gargouille, j'aperçois... Hors de ma vie. Je te vois pas, c'est-à-dire que t'existes pas. Je suis désolé. J'aperçois un pigeon en train de manger une chicken wings. Et quand tu commences à devenir jaloux d'un pigeon, c'est que ta vie elle a plus aucun sens. Je savais que j'allais devoir encore me battre et... Très clairement, j'allais pas abandonner, il y a pire dans la vie, mais j'avais vraiment juste plus la force. Mais ce personnage, il comprend pas. Ah les gens, j'ai une bête d'idée. Attendez.
Les gens, ça vous dit pas un jour on fait un live et on regarde que des vidéos humoristiques un peu problématiques et le but c'est de pas rigoler. Et si on rigole, c'est qu'on n'est pas woke. Moi je participe. Y'a rien à reprocher là. Mais je participe pas. Je rigole et d'égal tu es cancel. Avec tous les influenceurs de gauche là. Tous les influenceurs de gauche dans une grande salle. Avec des plans très serrés sur les visages. Ah là là, mais hilarant. Qui rigole selon vous? Et pourquoi il y a La véritable épreuve, c'était d'obtenir un rendez-vous avec le service de la préfecture qui s'occupe de l'accueil des étrangers. En gros, tu dois te lever le dimanche ou le samedi, ça dépend des jours, te connecter sur le site entre 9h et 9h30, ça aussi ça dépend, et tu dois réactualiser la page quasiment toutes les 10 secondes pour espérer avoir un rendez-vous qui aura lieu en moyenne 1 mois après. Et t'as intérêt de faire vite. Parce que dans ce truc-là, t'es pas juste en compétition avec des gens honnêtes qui sont là pour prendre leur rendez-vous. T'affrontes aussi des scélérats, des chats de gouttière. Je sais pas pourquoi je fais le mec poli là tout de suite, des fils de pute qui prennent des rendez-vous pour les revendre au black. Et c'est vraiment très mesquin comme move parce que la plupart des gens... Ça c'est pour montrer aussi comment, quand il y a des personnes qui sont dans des situations d'irrégularité, etc., il y a toute une économie en fait qui se crée autour d'eux. Que ce soit là la revente des rendez-vous, mais aussi les... comment ça s'appelle ? Tu sais, les bails de marchands de sommeil là ? Ouais. Les bails de marchands de sommeil. Ouais, mais pas sœur. Mais tout ça sans avoir la maille derrière que t'as pu mettre de côté, sans avec la barrière de la langue et tout. Mais franchement, ils sont tellement courageux. Moi, je pense, j'abandonne. Mais en même temps, t'as pas le choix. Genre, mais quel enfer! Et après, bien sûr, il y a tous les bails de devoir travailler pour un patron qui peut pas vraiment te déclarer, etc. Donc, t'es payé moins cher, etc. Ouais. T'es prise au piège, quoi, parce que en fait, le patron, il peut te faire un peu ce que tu veux, quoi. Donc, vraiment, il y a vraiment. Et en plus, il y a la dynamique de genre avec, parce que. Il y avait un article sur comment le travail intime, qui comprend genre le travail du care et le travail sexuel, bah en fait comment la frontière elle est hyper poreuse parce que suffit que tu sois dans cette situation-là, tu travailles, tu fais le ménage chez un homme, il y a un moment où quand tu ne peux plus subvenir à tes besoins et qu'il te fait du chantage de soit te balancer, soit arrêter de te payer, t'es obligé de rentrer dans le travail sexuel. Enfin bref, et d'autres logiques oppressives. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment conscience que l'État a tout intérêt en fait à garder ces gens dans des situations irrégulières, quoi. Il y a quand même de la maille qui sort de tout ça. Les gens qui achètent ces rendez-vous, c'est des gens qui parlent pas bien français, qui sont très vulnérables et qui sont pas au courant que les rendez-vous sont nominatifs. Donc non seulement ils perdent de l'argent, mais en plus de ça, ils risquent de se faire ficher au niveau de la préfecture et ça peut leur causer énormément de problèmes pour leur dossier. Donc si jamais il y a des étrangers qui perdent patience, qui regardent cette vidéo, n'achetez jamais un rendez-vous chez qui que ce soit au black. Et moi personnellement, je voulais pas participer à cette tombola, donc fallait que j'y aille au culot. Et j'allais en avoir vraiment besoin de culot. Parce que la préfecture où je suis enregistré, elle a connu tellement de débordements qu'ils l'ont transformée en Fox River. En gros, à l'entrée, t'as un premier garde qui ouvre l'application mail à ta place pour s'assurer que ta convocation c'est pas un screen ou un fake. T'en as un deuxième juste après qui revérifie bien le mail pour s'en assurer. Et un troisième qui te fouille et vérifie que t'as bien tous les papiers qu'on te demande pour ton rendez-vous. C'est cette triple authentification que je me devais de craquer. Je prends mon premier mail de convocation qui a expiré depuis 2 semaines, ma paire de couilles, et je me dis, tu sais quoi, on y va, avec un peu de chance ça va passer. Premier garde, je lui montre mon mail de convocation et il me dit cash. Par contre monsieur, ça va pas être possible. Votre convocation elle a expiré depuis 2 semaines. Je lui ai même pas laissé le temps de réfléchir. Je lui ai dit oui, je sais. Et là je pense qu'on était face à un fan de Mounir Moons parce que le mec il fait quoi? Il me sourit et il me laisse passer. J'ai absolument pas compris ce qui se passait à ce moment-là. Je crois qu'il a fait respect. Vous voyez Respect. Strict level bureaucrate. Le culot. J'arrive face au deuxième garde et lui je pense qu'il était aveugle parce que je suis passé devant lui sans qu'il me contrôle. Et le troisième garde, facile, il me fouille et il me laisse rentrer dans la préfecture. Facile. Quand je rentre dans la préfecture, je vois qu'il y a une 50aine de personnes qui attendent. Et moi à ce moment-là, la patience, c'est un concept dont je ne veux plus entendre parler. J'allais pas attendre. Fallait que je sorte le grand jeu. Dossier sous le coude, téléphone à l'oreille, lunettes sur le nez, démarche assurée, et je décide de me faire passer pour un employé de la préfecture. Tellement que j'ai pris la confiance. Craquage complet là. Peut-être c'est ça son talent, finalement. Personne n'a bronché. Grâce à ma technique indigne du Mossad, je me suis retrouvé en 3e position de la file d'attente, avec un cœur qui battait la Shabbat. À la gauche du guichet, il y a un mec qui est debout, et là j'entends la dame du guichet s'adresser à lui pour lui dire « Monsieur, ça sert à rien de rester là. Votre rendez-vous, vous l'avez acheté, et en plus de ça, il a expiré il y a 2 semaines. » Il lui a répondu mot pour mot. Ça, c'est pas ton problème. Ça le pire. Je me dis putain, va y avoir bagarre. J'ai pas besoin de ça. Et il y a bagarre. Il commence à s'engueuler, les choses escaladent vraiment très rapidement. Ton oncle. Mais je me suis dit qu'il y avait potentiellement un truc à faire. Je suis désolé d'avance, je suis vraiment pas fier de ce que j'ai fait. Mais si vous pensez que j'allais rater cette occasion, c'est mort. Au diable le RP, agent de la préfecture, là ce qu'il me fallait c'était le costume de Scar dans le Roi Lion. Parce que je m'apprêtais à sacrifier un frère. Oh! Tu vois pas que t'es en train de nous foutre la honte à nous tous? Oh, oui, toi! C'est à cause de gens comme toi qu'on a pas nos papiers! Et qu'on nous voit comme des sauvages! C'est ça même. Mais... Y'a pas de mais! T'arrêtes tout de suite ce que t'es en train de faire!
Il l'a fait à 100%. En fait, je pense que dans ce moment-là, tu peux pas avoir le regard hésitant à un instant. T'es obligé de tout give sur la prestage. Non, mais bon, la après, capacité de la bureaucratie capitaliste à monter nos frères et sœurs les uns contre les autres. Mais on peut se dire en mode c'est sa faute, mais tout ça serait pas passé si en fait si juste on régularisait tout le monde en fait. Tout le monde. Il y en a pas un que vous régularisez pas, vous me les régularisez tous. Parce qu'en plus c'est la dernière ligne droite et donc je pense que plus c'est la fin et plus aussi c'est fatigué. 2 ans les gars. 2 ans Ça, en c'est fait, voilà, la bureaucratie capitaliste et la continuité de la conférence de Berlin. Remets play. J'ai dit, remets play. Alors que ma convocation a expiré depuis 2 semaines, qu'un mec vient de se faire virer pour ça, et qu'elle me l'a même pas demandé, je la regarde dans les yeux et je lui dis: Est-ce qu'à tout hasard, vous avez besoin de ma convocation? Regarde ce que tu dis. Non, c'est bon, ça ira. Je vais vous chercher votre carte. Dingue. Mais non, dingue, et là ça permet de voir un peu tout le parcours. Et encore une fois, comme tu disais au début, ça reste un youtubeur qui avait un passeport talent francophone international truc. Ça reste quelqu'un qui avait des capitaux, qui soient économiques, des ressources. Bah, il avait des sociales. possibilités par les Français. Ouais, déjà la ressource de la langue, la première, la plus importante. Mais alors si on imagine dans le cas extrêmement inverse, mais c'est impossible. C'est vraiment un calvaire, genre. Et surtout que c'est pas une question de choix, genre c'est que t'es en train de fuir des conditions, qu'elles soient guerrières, économiques, écologiques, tout. T'es juste en train d'essayer de survivre et t'arrives dans ce nouvel enfer, genre. Et encore une fois, tout ça c'est une volonté, c'est pas des conséquences d'un dysfonctionnement, c'est le fonctionnement lui-même. En vrai, si ça vous a fait de la peine son récit, bon, vraiment c'est l'un des plus simples quoi. Mais vous pouvez aller sur, je crois que c'est la CIMAD, tout un tas de ressources plutôt cool pour mieux comprendre ses parcours. Et un jour on parlera aussi des mineurs non accompagnés parce que ça c'est encore un tout autre délire de racisme, de capitalisme, de logique de discrimination de genre aussi. En fait c'est vraiment la logique de comment le capitalisme, le racisme, la volonté de fabriquer les sans-papiers, ça monte nos communautés les unes contre les autres et même individuellement les uns contre les autres parce qu'en fait on a peur d'en parler, sauf qu'en fait en parler ça aiderait les autres. Aussi tout ça croise la question de l'individualisme, la façon dont nos sociétés elles façonnent l'individualisme, ça rejoint la question de parler des OQTF. Et quand t'as une OQTF, en parler, bah non, c'est pas évident parce que tu prends aussi des risques, etc. Mais par contre, en parler, c'est aussi nécessaire. Moi, un jour, j'ai bien envie qu'on parle la question des réfugiés, mais je voudrais qu'on en parle avec Rima Assad. Je pense que ça serait bien. Même les Palestiniens, genre, ils ont eu le statut de réfugié, genre en juillet dernier. Transition. Moi, de ce que j'ai compris, donc Marche des Solidarités, c'est un mouvement qui existe en France. Ça se base aussi un peu dans une dimension internationaliste. Ça rejoint notamment les luttes qu'il y a eu à Los Angeles. Si je me trompe pas, c'était autour des années 2006. Où il y a une loi qui devait passer ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a eu une grève de toutes les personnes immigrées qui font tourner nos économies, que ce soit à Los Angeles ou en France. Et cette grève, elle a permis de faire en sorte que la loi, au final, ne passe pas. Chicago, 300 000 personnes sont dans la rue. À Los Angeles, 1,5 million de personnes bloquent la ville. Il y a l'argument de, en fait, sans les immigrés, sans les descendants d'immigrés, les pays ne tournent pas aujourd'hui. Et donc, en France, il y a eu la même chose, dans les années même 72, où il y a une loi qui devait passer, et où du jour au lendemain, le gouvernement recule, la loi ne passe pas. À Los Angeles, il y a un peu le mouvement A Day Without Immigrants, où c'est en mode, une journée sans immigrés, vous allez bien vous rendre compte qu'en fait, vos pays ne marchent pas. Mais du coup, voilà, la marche des solidarités est née de cette idée-là. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant de choses, dans un premier temps, c'est que, on en parlait un peu tout à l'heure, mais il y a cette logique de, en fait, ces collectifs-là, ces mouvements-là ont besoin de s'appuyer sur la gauche, parce que c'est la seule ouverture politique qu'il y a. Néanmoins, faut garder en tête que la gauche, quand elle prendra le pouvoir comme elle veut le faire, potentiellement et très probablement, peut aussi trahir ces causes-là. Oui, on s'organise avec la gauche, mais évidemment, on rêve plus de révolution. Exactement. Et le deuxième truc, c'est que Marche des Solidarités a rejoint le mouvement Guerre à la guerre. Et c'est là où ça permet, IMO, de matériellement tout recontextualiser, c'est que la question des sans-papiers est au cœur des questions de l'inter-impérialisme. Tout à l'heure, on parlait plus de l'Ukraine, mais d'autres pays, des pays colonisés, des pays néocolonisés, des pays qui subissent le capitalisme globalisé, etc. Ça fabrique des sans-papiers, et ces sans-papiers, après, sont fabriqués dans d'autres pays parce qu'on va refuser, on va ralentir l'administration, etc. Très cool de savoir que ça rejoint aussi le mouvement Guerre à la guerre, parce qu'en vrai, c'est genre pas la même lutte, mais ça fait partie du même contexte, quoi. Marche des solidarités, mouvement, branchez-vous, grève.